Murmure du temps, le podcast qui se chuchote. La naturopathie qui prend le temps d'écouter, de comprendre et d'apaiser. Peut-être le saviez-vous, mais nous vivons tous avec deux horloges dans notre corps qui ne battent pas au même rythme. Nous vivons tous avec une horloge en tête, une horloge qui sonne le réveil, qui découpe la journée en heures, en réunion, en cours, en devoir, en rendez-vous. C'est le temps social, un temps linéaire, collectif, organisé pour que la société fonctionne. Mais il existe une autre horloge, plus discrète, plus intime. Elle ne se lit pas sur un cadran, elle se manifeste par des sensations. La faim, la fatigue, l'élan, la baisse d'attention, le besoin de bouger, ou au contraire de se poser. C'est le temps biologique. Le problème, c'est que ces deux temps ne coïncident pas toujours, et lorsque le temps social impose son rythme sans tenir compte du biologique, le corps finit par protester. C'est ce décalage que nous allons explorer aujourd'hui. Le temps biologique est cyclique. Il est fait d'alternance naturelle. Veille et sommeil, concentration et relâchement, activation et récupération. Notre système nerveux fonctionne par vagues. Il ne peut pas rester en état de vigilance élevée en permanence. Même lorsque nous avons l'impression de tenir le coup, le corps, lui, accumule de la fatigue. Chez l'enfant, ces cycles sont encore plus visibles. La tension monte, redescend, puis remonte. Le besoin de mouvement alterne avec le besoin de calme. Chez l'adulte, ces signaux existent aussi, mais nous avons souvent appris à les ignorer. Le temps social est un temps nécessaire mais exigeant. Il est indispensable. Sans lui, pas d'école,
pas de travail collectif, pas de vie organisée. Il permet la coordination, la prévisibilité et la sécurité matérielle. Mais il est construit sur une idée implicite, celle d'un individu capable de fonctionner de manière stable et continue. Or, biologiquement, nous ne sommes pas linéaires. Quand une journée impose 6 ou 8 heures de concentration continue, peu de pauses réelles et peu de mouvements, le temps social entre en conflit avec le temps biologique. Alors nous allons voir justement les signaux du corps quand ce décalage s'installe. Lorsque le temps social ne respecte pas le rythme biologique, le système nerveux s'épuise progressivement. Chez l'enfant, cela peut se traduire par de l'agitation, de l'irritabilité, des difficultés de concentration, des oppositions inexpliquées ou au contraire un repli, une fatigue apparente. Chez l'adulte, on observe souvent une fatigue chronique, une sensation de pression constante, une baisse de motivation, des troubles du sommeil ou une hypersensibilité émotionnelle. Ces signes ne sont pas des défauts de comportement, mais ce sont des messages biologiques. Alors pourquoi ce décalage crée du stress? Le stress apparaît lorsque le corps est sollicité sans possibilité suffisante de récupération. Quand le rythme externe impose continue, avance, concentre-toi, alors que le corps dit j'ai besoin d'une pause, le système nerveux reste en état d'alerte. À long terme, cela entraîne une perte de capacité d'autorégulation. On devient soit hyperactif, soit épuisé. Le corps n'arrive plus à retrouver naturellement le calme. Comprendre la différence entre temps biologique et temps social permet déjà de changer de regard. Ce n'est pas la personne qui dysfonctionne, c'est le rythme qui est inadapté. Quelques clés pour mettre en pratique. Première clé, observer. Pendant quelques jours, notez mentalement ou par écrit les moments où l'énergie est haute, les moments de fatigue, les baisses d'attention, les périodes où le corps a besoin de bouger. Cette observation vaut pour soi-même, mais aussi pour les enfants. Sans jugement, simplement comme un repérage. Deuxième clé, adapter. Lorsque c'est possible, placez les tâches demandant le plus d'efforts cognitifs pendant les périodes de haute vigilance. Et à l'inverse, prévoir des activités plus calmes, plus répétitives ou plus libres lorsque l'énergie baisse. Cela ne signifie pas tout bouleverser, mais ajuster à la marge. Même de petits changements peuvent réduire fortement la fatigue nerveuse. Troisième clé, les pauses. On en a déjà un peu parlé. Ce ne sont pas des pauses écran ou café, mais de vraies pauses physiologiques. Marcher quelques minutes, respirer profondément, s'étirer, changer de posture, regarder au loin. Ces pauses permettent au rythme, au système nerveux de revenir à un état d'équilibre. Elles ne font pas perdre du temps, elles en font gagner. Et cette petite clé va revenir régulièrement pendant mes podcasts. Prenez des pauses, des mini-pauses. Quatrième clé, expliquer. Nommer ce qui se passe aide à normaliser l'expérience corporelle. Dire par exemple, ton corps est fatigué, c'est normal. Là, ton cerveau a besoin d'une pause. Tu as eu beaucoup de concentration, maintenant on relâche.
Auprès de l'enfant, cela va l'aider à construire une conscience de son propre rythme et à ne pas interpréter la fatigue comme un échec. D'une manière générale, il faut changer son regard sur le temps. Respecter le temps biologique, ce n'est pas être laxiste ou désorganisé, c'est reconnaître que l'humain n'est pas une machine. Quand le cadre tient compte des rythmes naturels, la tension s'améliore, les tensions diminuent et le climat devient plus apaisé. Le temps cesse alors d'être un adversaire, il devient un allié. Je vous répète les 4 clés. Observer, adapter, prendre des pauses et expliquer. Le défi n'est pas de choisir entre temps social et temps biologique, mais de les réconcilier. Le temps social donne une structure. Le temps biologique donne la vitalité. En les faisant dialoguer, nous créons des environnements plus respectueux du vivant, plus sécurisants pour le système nerveux et plus durables pour la santé mentale. Et peut-être qu'à partir de là, nous pourrons habiter le temps autrement, non plus en courant après lui, mais en avançant avec lui.